Vous débutez la photographie? Eh bien, j'ai 5 conseils qui pourraient vous aider. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils qui vont aider les débutants. Donc vous avez bien compris que cette vidéo est destinée donc plutôt aux novices qui se lancent dans cette magnifique aventure qui est la photographie. Et donc, ce que j'ai remarqué avec le temps, que ce soit durant les diverses conversations que j'avais ou même pendant les stages que je fais sur le terrain avec des débutants, c'est que beaucoup de gens sont un petit peu perdus lorsqu'ils débutent, ils savent pas vers où aller et c'est vrai que la photo, ça peut être quelque chose d'intimidant quand on débute et moi si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mathieu, je suis photographe professionnel, spécialisé dans la photo de voyage, de nature et particulièrement de paysage et donc c'est vrai qu'avec les années, j'ai accumulé pas mal d'expérience et de fait, je sais quand même ce qui est plus ou moins important, notamment lorsqu'on débute la photo. Et c'est vrai que je m'étais posé un petit peu la question de me dire, oui, mais si je devais aujourd'hui tout recommencer, eh bien, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me donne comme conseil? En y réfléchissant, j'ai mis 5 axes, on va dire, intéressants. Et le but, c'est d'essayer de vous donner un cap, une feuille de route si vous débutez, pour essayer un petit peu de vous cadrer, chose que je remarque, comme j'ai dit, à chaque fois que je fais des formations. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils différents. La vidéo est découpée donc en chapitres. N'hésitez pas dans la timeline, donc en bas, la petite barre rouge quand vous passez à aller dans les chapitres qui vous intéressent. Je le précise bien évidemment, ce n'est pas parce que vous regardez cette vidéo que ça y est, c'est la révolution et puis vous allez avoir la lumière dans vos yeux. Non, c'est juste moi, je vais essayer de vous donner un cadre pour vous aider à y voir peut-être un petit peu plus clair. Bref, sans plus tarder, commençons par le premier conseil. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner va toucher le matériel et de trouver le matériel qui vous convient le plus. En tout cas, je vais peut-être le reformuler différemment, parce que ça semble logique, mais de trouver le matériel qui, sans doute, vous procurera le plus de plaisir possible. Pourquoi? Parce que la photographie, pour la plupart des gens, en fait, ce n'est pas un travail. Moi, je suis photographe professionnel. Qu'est-ce qui différencie un photographe pro d'un photographe amateur? C'est pas forcément une question de niveau ou quoi, c'est juste que le photographe pro, il vit de la photographie, contrairement à un photographe amateur pour qui c'est un hobby. Vous, si vous faites de la photographie, en tout cas que vous vous lancez, c'est par passion, par plaisir, auquel cas vous n'avez pas, on va dire, un besoin de rentabilité, que ce soit en termes de performance ou alors de rentabilité financière, ce qui moi est plutôt mon cas. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tous les jours, je reçois des messages, alors soit c'est avec des commentaires sur YouTube, soit c'est des messages privés sur Instagram, je vous dis tous les jours, j'ai des messages, voire plusieurs messages par jour, sur lesquels on me demande donc des conseils sur du matériel. Et ce qui me frappe à travers les centaines de messages que j'ai reçus avec le temps, c'est que souvent, les personnes qui débutent et qui me demandent des conseils, eh bien, ils se focalisent la plupart du temps sur des données purement techniques, savoir ouais mais celui-là il a tant de millions de pixels, alors déjà tout le monde accorde on va dire une importance surdimensionnée à la définition, donc au nombre de pixels, mais c'est sur plein d'autres points. Or quand vous débutez la photo, franchement, vous savez pas forcément ce que vous avez envie de faire. Alors il y a des gens qui dès le départ se disent moi j'ai envie de photographier par exemple des voitures de sport, ou d'autres ils disent moi je veux faire la photo de rue, etc. Bon super, la plupart des gens finalement ils commencent par un petit peu tout, et la photographie c'est régulièrement, pour pas mal de gens, c'est avec les années qu'on sait à peu près vers quoi on a envie de tendre et on va orienter son matériel. Et bien en fait, la première chose, ce serait de se dire, quand on choisit un matériel, on regarde souvent les fiches techniques sans regarder en fait le matériel et ce qu'il peut vous apporter, notamment du point de vue du plaisir. Et là, je détaille un petit peu. Et je vais partir notamment de mon expérience personnelle. À travers le temps, moi j'ai eu plusieurs marques d'appareils photo. J'ai eu plus de 10 ans, j'ai eu du Nikon. Aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans que je suis chez Sony. Et j'ai aussi du Fujifilm. Et je vous explique un petit peu mes choix, vous allez comprendre. Moi, j'utilise du Sony pour toute mon utilisation professionnelle. Donc là, par exemple, j'ai un Sony Alpha 7 IV. C'est un appareil photo plein format, le boîtier coûte 2800 €. Et après, donc j'en ai deux, parce que je travaille souvent à deux boîtiers. Et après, eh bien, j'ai tout le parc optique qui va avec. Donc clairement, d'un point de vue matériel, chez Sony, j'en ai pour 5 chiffres en euros de matériel. Et ce matériel, moi, c'est mon outil de travail. Donc clairement, ce que je cherche avec mon outil de travail, c'est d'être performant. C'est d'avoir la meilleure qualité d'image, etc. Et là-dessus, qu'on se le dise très clairement, je ne vais pas pouvoir dire à un client, je suis désolé, je n'ai pas pu capturer un instant précis. Pourquoi? Parce que mon autofocus, il a pompé. Là, clairement, ça va pas être possible. Résultat, mon choix pro s'oriente vers, on va dire, l'efficacité. Mais ça, c'est parce que c'est mon outil de travail. Comme n'importe quel professionnel, vous cherchez en gros le meilleur. Par contre, à côté, moi, je suis aussi photographe passionné. C'est-à-dire que la photo, c'est mon job, mais j'aime aussi faire de la photo pour le loisir. Et pour le loisir, j'utilise
j'utilise très peu le Sony pour une raison extrêmement simple, c'est que ce matériel, certes, il est extrêmement performant, et quand on achète un appareil photo, souvent quand on débute, on veut un truc qui soit performant, parce qu'on se dit que si c'est performant, on va faire de bonnes photos. Bah en fait, non, et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, à côté, j'utilise une autre marque, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, j'utilise du Fujifilm. Alors Fujifilm, hein, je ne sais pas si vous connaissez, Fujifilm au départ, c'est une marque qui, comme beaucoup d'autres, a fait de la photographie argentique et qui a fait du numérique. Et Fujifilm, ils ont misé sur quelque chose de simple, c'est de faire des appareils photo rétro, vintage entre guillemets, qui ont une apparence ancienne, façon argentique, mais qui à l'intérieur ont des technologies ultra modernes. Donc en gros, c'est le meilleur des deux mondes. Et le truc, c'est que moi j'ai deux appareils photo Fujifilm à côté, j'ai un XS10 et j'ai ici le X100V, qui est le petit que vous avez vu, qui est très compact. Mais finalement, quand moi je fais de la photo pour ma vie perso, eh bien j'utilise quasiment que du Fujifilm. Pourquoi ? Parce que ces appareils photo me procurent quelque chose que ne me procure pas le Sony, c'est du plaisir. Et je vais vous dire une chose, sur un certain nombre de points, les Fujifilm sont parfois moins performants. Et typiquement, si je compare l'autofocus, là c'est incomparable. Hein, et je peste souvent après mon Fujifilm, mais je vais lui pardonner. Parce que quand on est amateur, si on rate une photo, au pire, on peut être un peu dégoûté, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a pas d'image de marque, etc. De fait, moi, ce que j'adore, c'est quand j'utilise mon appareil photo Fujifilm, je suis content. Et ce, pour plusieurs raisons. Un, parce que je les trouve beaux. Deux, parce que quand je les ai en main, je ressens un plaisir qui est assez primaire. Voilà, par la qualité de fabrication, l'ergonomie, etc. Et trois, parce que j'ai des images qui me plaisent énormément et je me sens beaucoup plus créatif avec un Fujifilm dans les mains qu'avec un Sony. Bon, voilà. Donc, je pense que là, vous comprenez. De fait, moi, je pense que quand on débute la photo, ce n'est absolument pas une donnée à laquelle on pense. Mais en attendant, quand vous allez investir plusieurs centaines, voire 4 chiffres, on va dire, dans du matériel photo, eh bien, il va falloir que ce matériel, vous ayez envie de l'utiliser et de le sortir. Parce que si c'est pour finir au fond du placard, ça n'a pas grand intérêt. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment on peut le savoir ? Bah, tout simplement, moi, la réponse est simple. Vous allez dans une boutique photo, vous allez chez un vendeur à côté de chez vous, ou alors même, au pire, vous allez à la Fnac. Mais à la Fnac, par exemple, ils ont souvent, dans les grandes boutiques Fnac, ils ont la plupart des grandes marques d'appareils photo. Ils ont du Sony, du Canon, du Nikon, du Fujifilm, etc. Et prenez en main. Et si vraiment, ça c'est l'idéal, vous pouvez aller chez un professionnel qui a des boîtiers, il va pouvoir vous conseiller. Et un boîtier, un appareil photo, ce n'est qu'en l'utilisant qu'on peut vraiment se rendre compte, notamment la prise en main, à quel point c'est important. Et moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris avec les années, c'est que finalement, là où je fais des meilleures photos, c'est pas avec l'appareil photo le plus cher et le plus performant, mais c'est souvent, et là je parle à titre purement personnel, avec notamment ces petits appareils photo Fujifilm qui sont extrêmement jouissifs à utiliser. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est quand vous débutez la photo, de vous forcer à apprendre et à maîtriser les bases techniques de la photographie. Alors je me suis noté rapidement quelques trucs pour pas oublier les quelques points qui pour moi sont importants. 1. Maîtriser les modes de votre appareil photo. Vous savez, sur la roue PASM, les différents modes de prise de vue. Et ça, il faut être très à l'aise pour savoir optimiser, etc. 2. Connaître tout ce qui est mode de mesure de la lumière, mesure matricielle, mesure spot, etc. Si par exemple tout ça pour vous c'est du charabia, il va falloir commencer à s'y frotter. 3. Le triangle d'exposition, ça c'est fondamental et si jamais vous ne connaissez pas là aussi, j'ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo vraiment complète sur ce sujet. Ensuite la balance des blancs ou encore tout ce qui est réglage autofocus et bien évidemment il y a encore d'autres points. De fait, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que comme je l'ai dit, je fais beaucoup de formations sur le terrain et je me rends compte que sur quand même pas mal de clients, notamment des clients qui font de la photo depuis quand même un petit moment, finalement, ces personnes-là ne maîtrisent pas forcément très bien ces bases techniques, ou en tout cas, quand on fait des rappels, c'est jamais de trop. Et elles se rendent compte surtout qu'il y a certains blocages dans leur pratique de la photo qui sont aussi liés à ça, parce que quand on les débloque, de suite, tout devient plus simple et plus limpide. En fait, la technique, en photographie, ce n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la photo pour de la technique. Et c'est drôle parce que la plupart des contenus que vous avez sur YouTube concernent souvent de la technique, au détriment notamment de la partie artistique. Mais tout ça pour vous dire que la technique, donc ce n'est pas une fin en soi, on ne fait pas de la photo pour ça. Cependant, ne pas maîtriser la technique, c'est un frein. Pourquoi ? Parce que la photo étant de
l'art, mais c'est un art qui est technique parce que vous avez une machine dans les mains, eh bien si vous ne maîtrisez pas cette technique, ça va sans doute vous brider dans, on va dire, le chemin qui va vous amener à réaliser l'image que vous souhaitez réaliser. Et votre appareil photo, il sait faire des tas de choses. Alors bien évidemment, ça dépend de l'appareil photo. Cependant, vous avez certes des modes automatiques, mais aucun ordinateur, parce que ça fonctionne comme un ordinateur, ne saura ce que vous avez précisément en tête, du point de vue du flou, du point de vue de la vitesse, du point de vue de la profondeur, des couleurs, etc., du contraste ou je ne sais quoi. Et ça, eh bien, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Et pour ça, eh bien, il faut passer aux manettes. Et donc pour ça, eh bien, il faut se frotter aux bases techniques et il faut les apprendre. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais comment on peut faire? Alors là, attention, petit instant pub. Si jamais vous êtes dans le nord de la France, eh ben, tadam, moi je réalise, comme je l'ai dit, des formations. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous êtes plutôt dans la moitié nord de la France, moi je suis sur la Côte d'Opale. Si vous voulez par exemple prendre des cours pour apprendre concrètement la photographie sur tout ce que vous voulez, moi je fais des stages de formation et en fait je fais des stages sur mesure en fonction de ce que mes clients veulent pour les aider tout simplement à progresser. Par ailleurs, bien évidemment, il y a aussi ma chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver notamment des tutos. Alors, je publie pas que des tutos, mais j'en publie ponctuellement pour essayer d'aider les photographes. Mais voilà, fin de la minute promo. Plus largement, si vous n'êtes pas du tout dans le coin ou quoi, moi je vous conseille d'aller voir un professionnel, d'aller voir un ou une photographe qui pourra vous donner des conseils sur le terrain et des conseils personnalisés en fonction de votre matériel, etc. etc. Et plus largement sur le web, vous avez des tas de chaînes YouTube qui font du super contenu pédagogique et aussi vous avez des contenus sur des blogs, etc. Enfin, vous avez aussi de la presse écrite et notamment, il y a un magazine que je trouve très bien fait pour tout ce qui est conseils, etc. C'est Compétences Photo et il y a souvent plein de tutoriels qui sont vraiment très intéressants, pas à pas. Et moi, je trouve que c'est vraiment intelligible pour tout le monde, y compris les débutants. Troisième conseil, eh bien, c'est de développer votre créativité. Alors ça, c'est quelque chose qui est très différent d'une personne à l'autre. Moi, parfois, j'ai été frappé en faisant des cours avec des débutants de voir certaines personnes qui, dès le départ, avaient un œil ultra aiguisé et qui avaient plein d'idées de compos. C'est juste que ces personnes ne savaient pas comment le mettre en œuvre, mais dès le départ, qui avaient un regard de fou. Là où vous avez des gens, moi ça a été le cas, j'ai mis quand même pas mal de temps à forger mon regard parce que je n'avais pas forcément cette fibre artistique. Et là, en fait, nous ne sommes pas tous égaux avec ça. Et donc, si vous avez besoin de forger cet aspect, on va dire, créatif, eh bien, il y a des moyens pour vous aider. Donc, souvent, comme je l'ai dit, on privilégie la technique sans se focaliser sur ce qui fait l'essence même de la photographie, c'est-à-dire de l'art, et donc notamment de travailler nos compositions. Et quand on débute, en plus, il y a un truc qui n'est pas forcément, on va dire, d'une grande aide, c'est que vous achetez un appareil photo, un boîtier, et souvent vous achetez avec un objectif de kit qui peut être un 16-50, un 18-55, enfin bref, un objectif transstandard, donc un zoom, qui représente des focales un petit peu grand angle, un petit téléobjectif, et puis toutes les focales, on va dire standard, entre le 35 et le 50 en équivalent plein format, c'est-à-dire dans des perspectives qui sont à peu près celles de l'œil humain. Et donc en plus, quand on débute, c'est vrai que de fait, on est un petit peu flemmard, surtout en plus quand on a un zoom, et généralement on se déplace pas trop. Résultat, on n'est pas forcément très content parce qu'on se dit oui, certes, je pensais qu'un appareil photo me donnerait des super photos. Non, en fait, ça n'est qu'un outil, et vous savez, si vous avez un smartphone et vous passez un appareil photo, si vous êtes au même endroit que vous prenez les mêmes photos, écoutez, ça va pas changer grand-chose, ça reste quelque chose qui prend des photos. Et de fait, qu'est-ce qui va vous transformer en photographe et d'avoir cette créativité? Eh bien, c'est développer votre regard, d'avoir un regard singulier sur le monde, votre façon de regarder et de mettre en image le monde. La photographie, c'est une façon pour chacun de montrer donc sa vision du monde à travers des photos. À mon sens, c'est ça la photographie. Et donc, si jamais vous débutez, moi je peux vous donner 2 conseils. Et pour cela, souvent on se demande quel matériel je dois investir. Moi je vais vous conseiller d'investir sur 2 objectifs. Par la suite, bien sûr, c'est progressivement en fonction de son budget, etc. Mais il y a 2 objectifs qui pourraient vous aider à sortir, on va dire, des photos banales et à sortir des photos qui sont peut-être un petit peu plus inspirantes, un petit peu différentes et qui vont surtout doper votre créativité. Le premier objectif qui serait intéressant, c'est d'acheter une petite focale fixe, type un 35 mm ou un 50 mm, 1.8. Ça coûte aux alentours généralement des 200 €. En occasion, on peut en trouver à 100 €. Enfin bref, c'est pas non plus le Pérou d'un point de vue financier. Par contre, ces
objectifs, ils ont énormément d'avantages. Déjà, ils sont bien plus qualitatifs que l'objectif de kit souvent qu'on achète. Et puis, en plus de ça, ils sont bien plus lumineux. Donc, ça évite de monter en ISO. Puis surtout, on va découvrir quelque chose qui est génial en photographie. C'est la faible profondeur de champ, donc le flou d'arrière-plan qu'on appelle le bokeh en photographie. Et ça va donner de suite une touche assez unique qui fait justement, on va dire, la différence d'un appareil photo par rapport à un smartphone. Enfin bref, mais surtout, et c'est là pour moi le meilleur conseil qu'on pourrait donner, c'est que contrairement à un zoom, eh bien une focale fixe, comme le nom l'indique, la focale, elle est fixe. Ce qui veut dire que quand vous êtes quelque part, vous ne pouvez pas zoomer, dézoomer, donc changer ce qu'on appelle l'angle de champ de votre photo. En fait, la seule chose qui peut changer l'angle de champ de votre photo, ce sont vos gambettes. Et donc, à ce moment-là, il faut bouger. Et quand on débute, souvent avec un zoom, on est feignant. On se met, on va dire, vous avez un bâtiment, vous mettez comme un touriste devant, puis vous zoomez, dézoomez, et ça s'arrête là. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça qui va vous faire sortir une bonne photo. Avec une focale fixe, si ça rentre pas ou qu'à l'inverse, c'est trop petit dans votre scène, il va falloir bouger. Et de fait, c'est pas l'objectif qui change, mais c'est vous. Et à partir de ce moment-là, le fait de s'habituer à bouger dans l'espace va vous doper votre créativité parce qu'à ce moment-là, votre œil, il va pas arrêter de regarder pour avoir le bon cadrage. Et aussi, ce qui est pas mal, c'est de varier notamment la hauteur, de pas toujours se mettre à hauteur d'humain, parfois d'être au-dessus, parfois d'être en dessous, notamment au ras du sol. Ça, c'est très très sympa comme type de photo. Enfin bref, mais de fait, essayez une focale fixe. Et surtout, ce que je vous invite à faire, moi je le fais très très régulièrement, quasiment toutes les semaines. Moi, ce que je fais, notamment le week-end, c'est que je prends par exemple mon petit Fujifilm, là, le X100V. J'ai un 23 mm dessus. Et en fait, je pars qu'avec ça. Et après, il n'y a pas de zoom, c'est juste une focale fixe. Et de fait, je m'astreins à ça et je dois sortir des photos. Et là, vous n'avez pas d'autre choix que vous adapter. Et dans ce cas-là, c'est vous, votre regard, vos jambes, etc. Enfin bref. Deuxième objectif qui pourrait être intéressant, c'est d'acheter un téléobjectif. Type 55-200 ou 70-300. Enfin bref, quelque chose qui zoome assez fort. Et alors, l'intérêt de ces objectifs, c'est pas simplement de photographier ce qui est loin, genre des animaux ou quoi, mais c'est de fait de voir différemment. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, quand vous achetez un objectif de kit, vous avez notamment, que ce soit, ça commence à 16 ou 18 mm, c'est plutôt très large, un bâtiment, vous allez le prendre dans son ensemble. Ok. Et puis vous mettez à 50-55 mm, vous allez avoir, on va dire, une partie de la scène. Ça s'arrête là. Là, quand vous allez rentrer sur des focales très zoomées, à partir de 70, et puis surtout quand vous allez faire 100-200 mm, vous allez vous focaliser sur des détails. Et le fait de photographier des détails, notamment sur un bâtiment ou quoi, ça va vous obliger à observer l'environnement, mais beaucoup plus finement. Parce que si vous regardez quelque chose de manière macro, on va dire, c'est-à-dire de manière globale, vous voyez l'ensemble. À partir du moment où vous avez un plan focal, donc vous avez un objectif qui se focalise sur des détails, vous allez être obligé d'observer ces détails. Car sinon, vous n'allez pas savoir ce que vous allez photographier. Et ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je fais des stages de terrain, c'est que j'astreins mes stagiaires à faire de la photographie au téléobjectif. Et en fait, ça les bloque un peu parce que souvent, ils sont habitués à prendre les choses, on va dire, au global. Le fait de ne sortir qu'avec un téléobjectif, vous êtes obligé, un, de vous focaliser sur les détails, et deux, si vous voulez votre objet, on va dire, en entier, selon l'objet, il va falloir fortement bouger et aller trouver des endroits. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si vous utilisez par exemple un téléobjectif, vous allez pouvoir beaucoup plus masquer, par exemple en ville, un objet qui est dans un environnement qui n'est pas forcément très beau, et vous allez pouvoir un petit peu le dissimuler en étant plus loin, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que moi je vous conseille vivement, pour doper votre créativité, d'utiliser à la fois une petite focale fixe et aussi un téléobjectif. Plus largement, là aussi, astreignez-vous à partir qu'avec un seul objectif, ou alors si vous avez un zoom, vous ne mettez qu'à une focale, mais sinon je pense que ça va être compliqué de développer votre créativité. Quatrième conseil, eh bien oui, gérer la lumière, en tout cas apprendre à la maîtriser. Étymologiquement parlant, le mot photographie vient du grec ancien photos graphein, donc dessiner la lumière. Et donc la lumière est ce qui fait la photographie. Apprendre à la gérer, c'est à la fois sur la quantité et sur la qualité. La quantité, c'est notamment gérer le fameux triangle d'exposition. Et bien évidemment, après, la qualité, c'est ça aussi qui va faire notamment donc la qualité aussi de nos photos. Moi, par exemple, en tant que photographe de paysage, gérer la lumière, c'est quelque chose de fondamental parce que ça fait partie intégrante de mes photos. Je fais énormément de lever et de coucher de soleil, donc forcément, gérer le soleil, c'est quelque chose qui pour moi est fondamental et qui fait partie intégrante de
l'esthétique de mes photos. Donc j'ai appris avec le temps à gérer tout ça et pas avoir un soleil qui soit une énorme boule cramée dans le ciel, hein, ou à l'inverse, d'avoir des ombres complètement bouchées. De fait, pour moi, il faut vraiment gérer la lumière, tout d'abord d'un point de vue de la quantité. Et ça, moi, ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est d'abord de maîtriser tout ce qui touche à la mesure d'exposition. Car certes, vous avez votre barre d'exposition qui vous donne en gros votre niveau d'exposition, une bonne exposition, une surexposition ou une sous-exposition, ça on est d'accord. Mais ça, en fait, c'est un indicateur qui part d'abord de la méthode de calcul de la quantité, donc ce qu'on appelle la photométrie, la mesure de la lumière. Là, vous en avez plusieurs, hein. Vous avez la mesure spot, la mesure matricielle. Après, selon les marques, ça peut varier. Moi, par exemple, j'ai aussi la mesure des hautes lumières, la mesure moyenne sur les boîtiers Sony, etc., etc. Et ensuite, le deuxième outil qui est très intéressant et qui est d'une grande aide lorsque l'on veut gérer l'exposition d'une photo, c'est aussi notamment l'histogramme. Donc l'histogramme, je ne peux que vous inviter à l'afficher sur votre appareil photo, à savoir le lire, car lorsqu'on sait lire un histogramme, eh bien, on peut parfaitement apprendre à gérer l'exposition de notre photo. Et ensuite, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, qui est pour moi vraiment intéressant, ça serait d'apprendre à travailler notamment en noir et blanc. Pourquoi? Parce que quand on fait de la photographie couleur, vous avez deux caractéristiques sur votre photo. Vous avez d'un côté, certes, la couleur, hein, donc vous avez ces contrastes de couleurs, etc. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la tonalité, c'est-à-dire le niveau de lumière, donc du noir jusqu'au blanc en passant par des nuances de gris. Mais en fait, vous avez quand même ces deux variables, vous avez la lumière et vous avez les couleurs. Sauf que quand vous passez en noir et blanc, eh bien là, en fait, il n'y a plus les couleurs, quoi. Et là, vous ne devez jouer que sur les tonalités, donc sur la gradation de lumière sur votre photo. Et si vous voulez apprendre à gérer la lumière, eh bien en fait, le noir et blanc, c'est pour moi la meilleure école. Et en plus, le noir et blanc, beaucoup de gens se disent, ouais, bah c'est simple, il n'y a plus les couleurs. Non, non, moi je trouve que c'est extrêmement compliqué, parce qu'en fait, là, vous n'avez plus que la lumière. Et ce qui fait la force souvent d'un beau cliché en noir et blanc, eh bien, c'est cette gestion de la lumière. Et moi, je vous avoue que souvent, ce que j'aime faire pour essayer aussi de continuer à nourrir en fait cette maîtrise de la lumière. Moi, je prends notamment mes boîtiers Fuji, c'est pour ça qu'ils sont très inspirants, et je ne pars qu'en noir et blanc, et je ne shoot qu'en noir et blanc, et à la fin, bah, en fait, je travaille que comme ça, et je vous assure que là-dessus, sur la question de la lumière, ça m'aide énormément, y compris après lorsque je repasse en couleur. Dernier conseil, eh bien oui, c'est de se lancer doucement hein, dans l'édition photo. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être au départ shooter en JPEG, sauf qu'un JPEG, voilà, un JPEG Canon, Nikon ou Sony, bon, généralement il est assez basique, hein. Après, je suis pas très objectif sur les JPEG Fuji, mais tout ça pour vous dire que au global, le JPEG, c'est intéressant si vous voulez pas vous prendre la tête, etc. Mais finalement, ça bride complètement les capacités de votre appareil photo. Et puis forcément, si aussi vous avez des copains photographes autour de vous, vous avez peut-être tonton Jean-Mi qui vous a dit Eh, vas-y, tu devrais peut-être shooter en RAW, hein. Et en fait, bah oui, le RAW, ça a énormément d'avantages, alors ça a aussi des inconvénients. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise entre le RAW et le JPEG, eh bien je vous invite à regarder ma vidéo hein, que j'ai fait sur ce sujet et qui pourra vous aider à comprendre la différence entre le RAW et le JPEG. Mais tout ça pour dire que si vous commencez à photographier en RAW, eh bien tout d'abord vous allez pouvoir exploiter au maximum les capacités de votre appareil photo, parce que bah, des fois sur un JPEG on peut se dire oui bah c'est vrai que les hautes lumières sont peut-être un petit peu trop brillantes et j'aimerais bien retrouver de l'information dans le ciel, et peut-être que là les ombres, les parties les plus sombres, elles sont peut-être un petit peu trop noires. Bah c'est vrai que sur un JPEG, vu que c'est un fichier qui est codé en 8 bits, vous allez avoir peu d'informations et vous allez pouvoir récupérer peu d'informations. Là où sur un RAW qui est codé en 12 ou 14 bits, bah c'est vrai que là vous allez avoir bien plus d'informations pour faire l'édition, et là vous allez pouvoir exploiter 100% des capacités de votre capteur d'appareil photo et retrouver des infos dans les hautes lumières, déboucher des ombres, ajouter un peu de contraste, etc. etc. Donc ça c'est fondamental. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que quand vous commencez à faire l'édition, eh vous allez pouvoir travailler sur d'autres aspects, sur le travail des couleurs, donc à nouveau du contraste, etc. Parce que la photo, c'est de l'art. Et c'est vrai que ça, c'est un vieux débat en photo qui, pour moi, ne devrait même pas avoir de sens. C'est que la photo n'a pas pour vocation de simplement reproduire fidèlement l'environnement qui nous entoure. La photo, c'est de l'art. Et donc, quand jadis, on ne faisait que de l'argentique, on ne se posait pas la question de savoir si les pellicules représentaient les couleurs fidèles de l'environnement que l'on avait autour de nous. Car toutes les pellicules avaient une identité de couleur qui était particulière. Alors je vous parle même pas du noir et blanc. On n'est pas un chat, hein, on voit en couleur. Donc tout ça pour dire que le traitement numérique, c'est exactement la même chose. Et parfois, on peut vouloir donner une touche singulière, et c'est notamment le travail d'édition qui va définir notre touche aussi photographique. Certes, il y a le côté cadrage, terrain, etc. Mais l'édition, c'est le deuxième
pan, on va dire, de la photographie et qui vous permettra de davantage travailler votre identité visuelle. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais bon, ça c'est pareil, ce sont des dépenses. Alors là aussi, c'est pareil, il existe quand même des logiciels d'édition qui sont gratuits. Je pense notamment à Darktable ou encore Rotherapy. Sur mobile, il y a aussi par exemple Snapseed. Tous ces logiciels ou applications sont gratuits. Ils font ce qu'ils font, hein, mais en attendant, ils le font quand même plutôt très bien. Et moi, je trouve que ce sont d'excellentes portes d'entrée si vous voulez vous lancer. Et en plus, pour chacun de ces logiciels ou applications, vous avez souvent aussi des tas de tutoriels pour vous aider, etc. Si vous posez la question, moi, de ce que j'utilise principalement deux logiciels payants. D'un côté, Lightroom, qui est le logiciel d'édition le plus utilisé dans le monde et de loin. Et ensuite, j'utilise aussi DxO Photolab et puis d'autres logiciels de DxO, hein, notamment Filmpack, la Nik Collection, etc. Enfin bref, mais au global, ces logiciels me permettent de vraiment arriver au rendu final que je souhaite avoir pour mes photos. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils auront pu vous aider. Si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à me les poser. Et sinon, les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.